Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. On salue aussi à l'occasion celui qui est fidèle au poste chaque semaine, qui n'est autre que Patrice au standard de Radio Courtoisie. Vous pouvez évidemment lui envoyer vos courriels électroniques, il se fera un plaisir de me les transférer. Et puis sinon, vous l'appelez au téléphone directement, au téléphone de Radio Courtoisie au standard et il se fera aussi un plaisir de vous répondre et de transmettre les questions, remarques, observations, coups de gueule, coups de cœur, enfin tout ce qui peut vous inspirer au moment où vous écoutez cette émission et votre chère radio qui est Radio Courtoisie. Voilà, donc dans ce libre journal de géopolitique profonde. Le titre de cette émission vient de vous être annoncé par Arnaud. La France décroche, c'est normal, c'est la rentrée, ou presque la rentrée scolaire. Et la France, eh ben, c'est le décrocheur de la classe, c'est le plus mauvais élève de la classe. C'est le pays à la fiscalité la plus dure, la plus sévère, d'ailleurs, à la fois dans le taux que dans son recouvrement, hein. C'est à peu près euh, le seul domaine d'activité de l'État où l'État eh bien, est efficace. Et quelle efficacité que celui des inspecteurs du fisc. On ne peut pas en dire autant en matière sécuritaire, par exemple, parmi tous les autres exemples où l'État régalien ou la justice, où l'État, justement, devrait remplir son rôle. Mais alors, en matière de fiscalité, alors là, attention, vous allez voir ce que vous allez voir. Avec en plus donc une fiscalité totalement rédhibitoire, confiscatoire, un État que certains n'hésitent pas même à appeler État proxénète. Donc cet État français, cette France, elle décroche aujourd'hui. Le grand ras-le-bol des Français face à un spectacle politique affligeant, c'est le titre, par exemple, du Figaro numérique de ce matin. Je suis démocratiquement fatigué. Les Français sont fatigués, fatigués de ce spectacle affligeant, fatigués des dernières affaires politiques, en tout cas la convocation par le président de la République, plus ou moins contraint, il l'avait déjà été lors de sa nomination par François Bayrou, pour le 8 septembre, eh bien, convoquer l'Assemblée nationale en session extraordinaire afin que la question de confiance soit posée. Il ne l'avait pas posée au moment où il avait tordu le bras du chef de l'État pour s'imposer à Matignon. Il la pose maintenant, un peu en décalé. C'est une sorte de suicide assisté, ça tombe bien, c'est un projet de loi en cours. C'est un suicide assisté de Bayrou, à moins que ce soit un péché de suffisance. On ne saura jamais avec les politiciens aujourd'hui, qui sont tellement déconnectés, tellement hors sol. Tout individu normalement constitué, suivant à peine la vie politique française, aurait dit, s'il y a demain à l'Assemblée nationale question de confiance, eh bien ça va être une déculottée et le gouvernement Bayrou va tomber. Mais le savait-il, le pensait-il? Il faut faire toujours attention à ne pas prêter plus d'intelligence ou plus de raison à nos interlocuteurs ou à ceux que nous observons. Ils sont parfois totalement irrationnels. Ce sera peut-être le cas demain avec une nouvelle dissolution. Imaginez, après la grenade dégoupillée il y a un an, que Macron se dise «Mais les Français m'aiment toujours autant et vont me donner une large majorité. Chiche, vas-y, redissous, on va rigoler.» Monsieur Macron. Donc voilà, pour parler de cette situation politique qui, paraît-il, inquiète les marchés, qui, en tout cas, va nous amener à un de ces psychodrames, non seulement dont la France a le secret, mais je dirais cette fin de régime, cette fin de système a le secret, c'est-à-dire des crises en permanence. C'est d'ailleurs comme ça qu'un système en général, il nous indique qu'il est sur le point de rupture, c'est lorsqu'il eh bien, est dans une espèce de crise permanente qu'il n'arrive plus rien à gérer. Et c'est ce qui est en train d'arriver à la Ve République, à ce gouvernement Bayrou, du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors, un expert politique, un analyste politique, un ancien élu, pour analyser la situation politique de la France, me semble être ce qui est le plus indiqué dans cette émission du Libre Journal de Géopolitique Profonde. Eh bien, ça tombe bien, ce sera mon ami, euh, quelqu'un que vous connaissez bien, sur Radio Courtoisie, que nous allons avoir maintenant la chance de pouvoir entendre et écouter ses analyses, qui n'est autre que eh bien, l'analyste politique, ancien élu de Paris, Serge Federbusch. Bonjour mon cher Serge et bienvenue dans ce libre journal. Bonjour Nicolas, effectivement, c'est une rentrée sur les chapeaux de roue et nous allons pouvoir discuter de tout ça.
Voilà. Bah écoute, déjà, moi là, j'ai envie de te poser tout de suite une première question, que tu puisses nous livrer ton analyse déjà générale, et puis après, petit à petit, on va peut-être zoomer ou dézoomer d'ailleurs sur le plan international si on le juge nécessaire, sur cette séquence qui s'est ouverte, qui a surpris, il a surpris son monde. Les ministres, semble-t-il, ont été avertis quelques quarts d'heure avant la conférence de presse de François Bayrou. Il avait obtenu au fort de Brégançon, semble-t-il, quand ils avaient échangé avec le président Macron la possibilité d'une convocation extraordinaire, enfin d'une session extraordinaire, pardon, de l'Assemblée nationale pour permettre au Premier ministre, à son Premier ministre, de poser la question de confiance aux députés. Et donc, évidemment, ça a surpris beaucoup de monde, surtout que le moins qu'on puisse dire, c'est que la majorité pour Bayrou est loin d'être acquise, mon cher Serge. Alors, je crois qu'en fait, Pérou fait à peu près le même raisonnement que Macron n'avait fait juste avant de provoquer la dissolution. C'est-à-dire qu'il se savait plus ou moins foutu. Il savait que bon, il y a des appels à la grève qui commencent à sentir très mauvais à la grève générale à partir du 10 septembre, donc c'est assez imminent. Il savait aussi que l'exercice budgétaire était insoluble parce que d'ores et déjà le RN, LFI, Ciotti et probablement une majorité de socialistes et la quasi-totalité des écolos aurait voté une motion de censure si le budget avait dû être adopté par le 49-3. Donc, il a préféré prendre les devants, comme finalement Macron s'était imaginé pouvoir le faire en provoquant une dissolution, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et on était il y a un an à peu près dans la même situation qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on allait vers un budget qui semblait invotable. Et voilà, ça a expliqué la décision à l'époque de Macron, ça explique aujourd'hui la décision de Bayrou, reprendre la main et prendre date. Parce que, bon, je suis d'accord avec toi, il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire ni le surestimer. Et donc, bon, Bayrou, il a quand même des heures de vol, il n'est pas totalement stupide. Il se dit qu'il va prendre date avec ça. Il sait bien que là, il n'aura pas la confiance des députés. Déjà, éviter un 49-3, ça aurait été difficile. Il faut rappeler les règles constitutionnelles à nos auditeurs. C'est-à-dire que le 49-3, il aurait fallu une majorité des inscrits, des membres de l'Assemblée nationale pour voter contre le budget, d'une certaine manière. C'était assez compliqué à obtenir, mais ça aurait sans doute été obtenu à l'arraché, donc le gouvernement aurait tombé à ce moment-là. La question de confiance, ben, là, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est au gouvernement de démontrer qu'il a une majorité derrière lui, et c'est beaucoup plus difficile pour lui. Donc, il multiplie en fait les handicaps, mais évidemment, comme il partait déjà de très bas, il n'y arrivera pas. Il sait bien qu'il n'aura pas la confiance. En plus, le climat aujourd'hui n'est pas bon, économiquement, politiquement, à tout point de vue, et donc évidemment, personne n'a intérêt à lui voter la confiance. Donc, il va tomber, c'est sûr. Il espère très certainement, Bayrou, que dans le chaos qui va suivre, eh bien, les gens se rappelleront peut-être qu'il a été courageux, un peu comme il y a eu la nostalgie de Mendès France. Il se réfère beaucoup à Mendès France, c'est en dernier. La nostalgie de Mendès France, oui, c'était le capitaine courageux qui a dit la vérité, il est tombé pour ça. Il est tombé parce qu'il a été courageux sur la situation financière ou sur la question de l'Indochine à l'époque. Ben, voilà, il fait ce calcul-là. Alors, est-ce qu'il a tort, est-ce qu'il a raison? Bon, comme on disait à Sciences Po dans le temps, pour ne rien dire, l'avenir tranchera. Mais enfin, l'avenir risque très fortement de trancher en sa défaveur, hein, parce que si on était dans un microcosme politique, je dirais, à l'abri de toutes les influences extérieures, en particulier économiques et financières, peut-être que ça marcherait. Mais là, on va vers quoi? On va vers une crise financière. C'est-à-dire que c'est un peu des temps d'apocalypse. L'apocalypse, c'est le moment où finalement toutes les horloges sont réunies C'est et ça. travaillent à l'unisson pour la fin des temps, d'une certaine manière. Tout entre en crise en même Voilà. temps. Mm. Voilà. Et bien là, on va avoir une crise financière, une crise politique, une crise institutionnelle, une crise morale aussi. C'est très important, c'est peut-être la plus importante en même temps. Donc, Alors la crise morale, tu peux la préciser, peut-être, bah, la dès à crise présent? morale, c'est effectivement ce dont tu parlais, c'est-à-dire que les gens en ont marre, ils savent plus à quel sens se vouer. Alors là, je vais faire une parenthèse, mais une parenthèse qui me semble importante sur la situation de la dette publique, parce que c'est quand même aussi un des cœurs du problème, un des cœurs du sujet. On entend beaucoup les gens se disputer, évidemment, face à ce genre de situation, en disant oui, mais c'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute des politiciens, c'est de la faute de la classe politique, c'est de la faute des Français. Bon, je dirais que les Français, dans cette histoire, sont un peu comme des drogués. Ils sont drogués à la dépense publique, ils sont drogués aux aides, ils sont drogués à un État-providence en fin de course. Bon, et alors, est-ce que les drogués sont coupables d'être drogués? C'est exactement la même question qu'il faut se poser
vis-à-vis des Français et de la dette publique. On peut penser que les politiciens sont les dealers, d'une certaine manière. Tu vois, c'est-à-dire que bon, les gens sont effectivement accros à des mauvaises habitudes. Bon, tout le monde y trouve, beaucoup de gens y trouvent un peu leur compte. Il y a au moins 15 millions de personnes en France qui vivent grâce au transfert de l'État, directement ou indirectement. C'est colossal et c'est une majorité d'électeurs, c'est bien ça le problème. Mais il y a des gens qui, cyniquement, ou parce que de toute façon c'est leur métier, c'est devenu leur métier, hein, ils ne savent rien faire d'autre, les politiciens professionnels, eh bien leur donne la cam, leur donne justement la dette publique. Et donc, on est dans une situation où tout le monde est un peu coupable, tout le monde est un peu en même temps victime. Bon, il y a évidemment, hein, des gens qui sont plus victimes que d'autres et plus coupables que d'autres, hein. Il ne s'agit pas de mettre tout le monde sur le même plan. Bon, il y a les gens qui étaient à la tête des finances de l'État ou qui sont censés les contrôler et qui n'ont pas fait leur travail, évidemment, sont bien plus bon, Macron en premier lieu, hein, évidemment, puisque comme conseiller économique de Hollande, comme ministre de l'économie, ensuite comme président de la République, il est le premier coupable. Et tous les gens qu'on voit arriver et défiler dans les écrans pour donner des leçons de conduite et des leçons de morale aux Français sont encore plus coupables que la moyenne des citoyens, c'est bien évident. Ça, il ne faut pas les exonérer de leurs responsabilités particulières. Mais évidemment, il y a comme une espèce de halo de culpabilité et ça participe à cette crise morale. Parce que quand on est soi-même un petit peu dépendant d'un système dont on sait finalement qu'il ne nous fait pas du bien. Quand on est alcoolique, par exemple, voilà, et qu'on sait que ça ne nous fait pas du bien, mais qu'on aime quand même, qu'on a du mal et qu'on n'a plus la volonté au bout d'un moment et qu'on retape dans la bibine parce que on n'arrive plus à faire autrement, eh ben, ça crée une crise morale. L'alcoolisme, c'est pas qu'un problème physique, c'est aussi Bien un peu sûr. un problème psychologique et moral. Donc je pense que Dépressif. le parallèle me semble assez juste aujourd'hui dans la situation de la France, c'est-à-dire qu'on est face à une situation d'addiction, une situation de trafiquants, de trafic, et puis de criminalité aussi qui vient se grever là-dessus, parce qu'évidemment, eh bien, il y a des gens qui ont non seulement des mauvaises habitudes, mais qui vivent directement de cette dette, qui vivent directement de ces problèmes, et qui pourraient presque être assimilés à des criminels. Donc on est dans une situation très difficile. Et ça va continuer, c'est-à-dire que même si Bayrou arrive à, je dirais, un peu émouvoir le cœur de l'électorat bourgeois, comme on dirait chez la France insoumise, eh bien, ça ne suffira pas. C'est-à-dire qu'il va se heurter de toute façon, ou Macron va se heurter, ou ils vont tous se heurter à la question de la dette, qui continue de Bien croître sûr. de manière absolument extravagante et non résolue. Et les mesures de Bayrou, qui étaient destinées en fait à donner le change, parce qu'il était prêt très certainement à abandonner les 2 jours fériés sur l'autel d'un compromis. Mais de toute façon, ça ne suffit pas. On est très très loin du compte. La réalité, c'est qu'on a bon, il faudrait, si on voulait rétablir les finances de la France, il faudrait prendre des mesures extrêmement dures. Ça passerait par la perte du statut de la fonction publique et de la protection de l'emploi pour au moins 1 à 2 millions d'agents de la fonction publique, le licenciement, entre guillemets, d'au moins 500 000 à 700 000 agents dans l'état de... Bon, voilà, et là, ça serait immédiatement une crise beaucoup plus grave et beaucoup plus dure et beaucoup plus forte. Et je ne crois pas qu'ils aient l'envergure et qu'ils aient au pouvoir, hein, ni Bayrou, ni Macron, ni rien, parce que ça serait 100 fois plus puissant que les Gilets jaunes, eh bien, je ne crois pas qu'ils soient prêts à aller à cette situation-là. Donc, on est dans quelque chose d'inextricable et les taux d'intérêt vont monter. Alors, leur calcul, ensuite j'arrêterai, puis bon, on reprendra peut-être un peu, mais je dirais, je déroule le fil de mon raisonnement. Leur Vas-y. calcul, à mon avis, c'est qu'ils vont, et Macron en particulier, va essayer de faire peur, ils ont déjà commencé, à l'opinion en s'appuyant sur le FMI et la Banque Centrale Européenne, sur les grands méchants gardiens extérieurs en disant voilà, puisque vous ne voulez pas nous écouter, ça va être comme la Grèce. Voilà. Et donc, il y a le gendarme extérieur qui va venir, hein, et qui va vous donner des coups de bâton puisque vous êtes vous dilapidez, vous êtes des méchants citoyens. Et ça peut marcher auprès d'une partie de l'électorat, ça marchera sans doute, un peu comme le Covid a réussi à faire peur à une grande partie des Français, mais je pense que ça ne marchera pas suffisamment, et puis il y aura des fractions et des factions à l'intérieur de l'opinion qui refuseront ça. Si les gens du FMI ou de la Banque Centrale Européenne viennent,
il y aura peut-être des émeutes s'il y a des équipes qui arrivent. Enfin, les équipes qui viendront auront intérêt à faire gaffe à leur matricule. Donc je pense qu'on va vraiment dans une situation qui va se tendre, avec des taux d'intérêt qui vont monter, et une menace de faillite qui est quand même maintenant entre le court et le moyen terme. Ça peut arriver dès 2026. Et donc, Macron, il va y avoir aussi une pression très forte dans les semaines qui viennent, ça va commencer dans les jours qui viennent même, à la démission de Macron, parce que, bon, la dissolution ne va pas sembler une panacée, une solution suffisante pour faire face à la situation. Et donc, lui, il va vouloir rester et ça va Mhm. ajouter aussi un élément de crise politique. Tu vois. Donc, tout va se combiner pour que la tension monte. Et ce que ça va donner ensuite, bon, on n'en sait rien. Il y aura forcément des troubles. Mélenchon, lui, veut prendre le pouvoir par la force parce qu'il sait bien qu'il ne gagnera jamais les élections. Donc, il a des troupes. Hein. Il est beaucoup plus organisé finalement que la droite, que la vraie droite. Il a la jeune garde, Arnaud et toute une bande de salopards comme ça qui sont organisés sur le terrain, qui sont prêts à faire le coup de poing. Et ça aussi, ça va être un élément très dur. Donc, ce que ça va donner, on n'en sait rien. Ça finira forcément à la fin par une reprise de contrôle, par un pouvoir plus autoritaire. Il faut espérer simplement que ce pouvoir plus autoritaire ne soit pas un pouvoir mélenchonien ou une espèce de succès d'année macronisto, fasciste, de je ne sais quelle trop obédience, quoi. Tout peut arriver, toutes les formules politiques sont possibles. Mais on va vers des temps très difficiles, ça c'est certain. Alors on va aller crescendo peut-être et déjà se dire, bon, bien voilà, si demain, comme c'est probable, on va évacuer très vite la possibilité d'avoir une majorité pour Bayrou à l'Assemblée nationale, imaginons un nouveau Premier ministre. Alors un nouveau Premier ministre, est-ce que ce sera plutôt dans la même veine, un peu une sorte de Le Cornu, ministre de la Défense, ça tombe bien pour le va-t-en-guerre Macron, installé à Matignon, ou bien comme on l'a vu là encore, le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, qui se dit, eh bien après tout, c'est peut-être notre tour, après Bayrou, candidate pour accéder à Matignon. Quelle est, à ton avis, la formule qui pourrait être probablement retenue par Macron suite à la chute du gouvernement Bayrou annoncée le 8 septembre prochain? Alors la première question, c'est d'abord dissolution ou pas dissolution. Macron, il va essayer Ah, d'éviter. déjà, on imagine qu'il n'y ait pas de Oui, dissolution. oui, il Mais va après, il essayer y a d'éviter, dissolution, évidemment, hein. essayer d'éviter la dissolution. Bon, parce qu'il sait bien que là aussi, les mêmes choses causes produisent les mêmes effets. Ils sont encore plus impopulaires qu'il y a un an. C'est Et donc, ça. bon, voilà, on reviendra sur cette situation. Mais il est certain qu'il n'aura pas la majorité. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut s'adresser bon, à une espèce de succès d'année de Bayrou, un peu plus à droite peut-être. Alors, les LR se sont ralliés là, on dit qu'ils voteraient la confiance, d'après ce qu'on sait. Ils le feront peut-être pas tous, il faut attendre le moment du vote, parce qu'ils ne sont pas tous d'accord entre eux. En tout cas, il va peut-être essayer de prendre un nouveau quelqu'un chez les LR, mais ça, c'est quoi? C'est comme Barnier, finalement. Il retombe sur la solution Barnier. Donc, c'est pas viable, tu vois. C'est-à-dire que, bon, ça tuera toute possibilité de débaucher à gauche, y compris chez les socialistes, et puis même, ça va lui faire perdre des voix, ça va commencer à lui faire perdre des voix chez les partisans d'Édouard Philippe, par exemple, qui commence aussi à préparer le terrain pour la candidature de Philippe à la présidentielle. Donc il n'y a pas vraiment de solution de ce côté-là. Bon, aller à gauche, c'est certain à ce moment-là qu'il va s'aliéner LR tout de suite, et donc il n'y a Mhm. pas non plus. On est dans une situation qui n'est pas le fait de leur habileté ou de leur non-habileté, c'est la structure même de l'Assemblée nationale aujourd'hui, la répartition des sièges bon, qui empêche toute coalition viable. C'est ça. Il ne peut y avoir que des coalitions temporaires pour ne rien faire. Et c'est ce qui se produit depuis maintenant plus d'un an. C'est même depuis, en réalité, depuis 2022, parce que déjà, avant même la dissolution, il n'y avait pas une majorité très solide pour Macron. Et donc, depuis 2022, il ne se passe plus rien. C'est l'État qui survit à lui-même, l'administration qui gouverne, en fait, le gouvernement des juges, assez largement d'ailleurs, avec le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour des comptes, etc. Et il ne se passe plus rien en politique. Donc, bon, il n'y a pas de solution dans l'état actuel de l'Assemblée nationale. Et le plus grand problème, c'est que même en cas de dissolution, là, il faut aborder cette hypothèse-là, qu'est-ce qui va se produire? Qu'est-ce qui, normalement, devrait, toute chose égale par ailleurs, se produire?
Le RN va monter, ça c'est sûr. Les macronistes vont baisser, ça c'est à peu près sûr aussi. Le LR bougera pas tellement. Les socialos perdront un peu. LFI perdra un peu. Mais à moins d'une énorme surprise, il y aura quand même des réflexes conditionnés de barrage républicain. Et puis, il n'y a pas un élan suffisant, ça ne va pas encore suffisamment mal pour qu'on puisse espérer véritablement une majorité absolue pour le RN. Donc, il y aura peut-être une majorité relative, extrêmement fragile, peut-être, et c'est même pas sûr, peut-être aucune majorité. Ça sera encore plus bordélique qu'aujourd'hui, en gros. Bon. Et même s'il y a une majorité relative pour le RN, eh bien, ça sera très loin d'être gouvernable, parce que dans ce cas-là, il faudra des alliances avec LR qui seront extrêmement difficiles à obtenir. Il faudra, deuxièmement, pas oublier qu'il y aura Macron qui sera là pour perturber le système et tout faire pour savonner la planche du gouvernement qui serait plus ou moins dominé par le RN. Il y aura le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour des comptes, les médias, la justice, enfin, tous les fléaux seront déchaînés pour empêcher le gouvernement de gouverner. D'accord? Donc, il n'y a pas de solution non plus. Voilà. C'est pour ça qu'on est vraiment dans une impasse. Bon, alors maintenant, il y a la dernière hypothèse, c'est la démission de Macron. Parce qu'au bout d'un moment, s'il y a des troubles, etc., peut-être qu'il s'y résoudra. S'il commence à sentir que ça peut se terminer au bout d'un lampadaire sous une arche du Pont Neuf pour lui, suspendu, en train d'être bouffé par les mouettes, c'est pas. Il peut y avoir bon, la France, ça va faire à différentes reprises dans son histoire des spectacles de ce genre. Hein. Ce n'est pas la première fois que ça se produirait. Peut-être qu'il aura la trouille, qu'il préférera s'enfuir au Canada, à Dubaï ou je ne sais trop où. Bon, et qui démissionnera pour éviter que ça tourne trop mal pour lui. Là, effectivement, ça pourrait complètement rebattre les cartes en fonction de qui pourrait l'emporter. C'est la logique de la Ve République. Si la Ve République veut se sauver, il faudrait qu'à un moment ou un autre, il y ait un nouveau chef d'État qui arrive et qui soit en situation, en dissolvant à nouveau, de vraiment réveiller l'opinion en lui disant, bon, ben maintenant c'est fini le bordel, donnez-moi une majorité pour tout refaire. Mais c'est très Ou compliqué. la voie référendaire qui était aussi envisagée. Je le rappelle qu'il nous avait promis monts et merveilles, Macron, en décembre, pour les vœux de l'année 2025, en disant je vais consulter les Français à plusieurs reprises en 2025. Et en réalité, évidemment, ce n'est pas le cas. Mais je dirais que dans la logique référendaire, retrouver une légitimité, puisque Macron aujourd'hui n'a plus qu'une légalité, n'a plus aucune légitimité politique et démocratique, eh bien, c'est lancer des référendums en disant, eh bien, maintenant, sur des sujets, nous allons avancer, puisqu'en effet, la société politique et la société française tout court est au point mort. Elle n'avance plus, comme tu viens de le dire, et lancer des référendums. Ça serait aussi une option, mais personnellement, je ne te cache pas que je n'y crois pas plus que dans la démission d'Emmanuel Macron. Bah, disons que le référendum, on sait bien qu'au bout d'un moment, quand on est tellement impopulaire, C'est ça. le général de Gaulle l'avait lui-même expérimenté, hein, bon, en 1969. On peut Ah, poser voilà. n'importe quelle question, fait-il jour à midi? Les Français disent non parce qu'ils veulent que justement Macron dégage. Donc, Hmm. c'est pas la bonne solution non plus. En plus, Bah, le problème, c'est qu'on a le Conseil constitutionnel qui a une jurisprudence qui fait que sur tous les sujets vraiment essentiels, il risque de dire que ça touche à une réforme de la Constitution et que donc l'article 11 de la Constitution n'est pas opérant. Et enfin, donc, De Gaulle s'en était moqué de ça, cette jurisprudence n'existe pas d'ailleurs au Conseil constitutionnel. La seule jurisprudence que je connais sur le sujet, c'est que le Conseil constitutionnel s'est couché devant le vote populaire pour l'élection présidentielle du président de la République en 62. ça fait belle lurette que les choses ont évolué, malheureusement. Depuis, ils ont pris des décisions au Conseil constitutionnel pour dire, par exemple, qu'ils sont Mhm. pour apprécier la constitutionnalité d'une question référendaire. Et donc, ils essaieront de s'y opposer. Ce que je veux dire, je ne dis pas que ça va. Mhm. Ce que je veux dire, c'est que la solution, moi je crois qu'il y a une solution dans le cadre de la Ve République, mais c'est une solution un peu brutale et à la limite de la constitutionnalité, comme d'ailleurs on est sorti de la quatrième. C'est-à-dire qu'il faut que le président élu réforme la Constitution, ne pose pas simplement des questions référendaires, réforme la Constitution et élimine tous les obstacles à la réforme de la France, y compris le constitutionnel, par la voie référendaire. Et le Conseil constitutionnel s'y opposera, mais à ce moment-là, c'est la réponse de Joseph Staline. C'est combien de divisions le Conseil constitutionnel? C'est tout. Ils vont pas à un œuf clampin comme ça au Palais Royal s'opposer à une réforme qui est voulue par vraiment un chef d'État qui sera Bien libre sûr, et une population qui en aura ras-le-bol. Bon, évidemment. mesure le degré de détermination
et de soutien politique qu'il faut à la fois détermination dans un nouveau chef et soutien politique dans l'opinion, ce qu'avait De Gaulle en 58 finalement. Il avait la détermination, il avait un soutien politique ultra majoritaire de la population, n'étaient contre lui que les plus chauds partisans de l'Algérie française, mais la plupart des autres, y compris les communistes, lui étaient favorables, sauf quelques ultras, quoi. Donc il avait 80% de la population française derrière lui. Il faut quelqu'un qui soit déterminé et qui ait 70 ou 80% de la population derrière lui. Bon, tu imagines à quel point aujourd'hui, ni dans un cas ni dans l'autre, on est vraiment dans cette configuration. Donc on est dans une crise qui, à mon avis, est bien plus grave et bien plus forte et bien plus profonde que celle de 1958 qui a présidé à l'avènement de la Ve République. Mais il y a forcément une solution, la nature a horreur du vide, et donc la nature politique aussi, et un jour ou l'autre, il y aura une solution, mais cette solution, dans le cadre des institutions actuelles, elle n'est que celle-là, c'est-à-dire un chef d'État fort qui réforme les institutions par la voie référendaire, même si personne, même si il y a des oppositions. Si ce n'est pas le cas, eh bien, ça sera l'effondrement du pouvoir, une situation révolutionnaire, et on ne sait pas qui, à la fin, ramassera, à la fois tirera les marrons du feu, et puis ramassera véritablement le pouvoir qui sera à ramasser. Hein, et donc, ça sera les plus déterminés, les plus méchants et les plus efficaces. Et on ne sait pas qui c'est, ça peut être ça assez dangereux, parce que malheureusement, à droite, il y a beaucoup de gens qui rêvent et qui ne, sur des tas de sujets, et ou qui vitupèrent dans leur coin, qui ne sont pas du tout organisés, qui ne comprennent pas la situation dans laquelle on est. Je voudrais revenir sur un dernier point sur cette histoire de Vas-y. dissolution ou confiance. Ou Ou nomination d'un nouveau Premier ministre. on a aussi un problème, qui est l'agenda politique de Marine Le Pen. Pourquoi? Parce que elle ne peut pas se présenter actuellement à des élections. Ne pas se présenter à des élections législatives, c'est pas grave pour elle, on s'en fout. De toute façon, le pouvoir est plus à l'Assemblée nationale. S'il y a un grand groupe, s'il y a une majorité absolue du Rassemblement national, bon, voilà, ça serait pas un problème pour elle. Elle dirigerait quand même de l'extérieur, comme Mélenchon le fait d'ailleurs pour LFI aujourd'hui de par son groupe, sur son groupe. La difficulté, c'est que si Macron démissionne, elle ne peut pas se présenter actuellement à l'élection présidentielle. Donc, ça veut dire que c'est Bardella qui est candidat, avec malgré tout un certain nombre de fragilités qu'on connaît, en particulier l'inexpérience qui lui est prêtée, etc. etc. Bon, donc, en gros, le Rassemblement national a intérêt à une dissolution, mais n'a pas intérêt à une démission de Macron. L'LFI, eux, ils ont intérêt au maximum de bordel, puisque, en fait, le seul moyen que Mélenchon, et c'est pour ça qu'il joue d'ailleurs la récupération du 10 septembre, là, le seul moyen pour Mélenchon de parvenir au pouvoir, c'est la force dans la rue. C'est tout. Donc, il a essayé via Casté à un moment trouver en fait des idiots utiles dans la gauche socialiste pour servir de pantin et lui prendre le contrôle du ministère de l'Intérieur pour faire régner sa loi. C'était ce qu'il prévoyait avec la candidature de Lucie Casté. Bon, ça n'a pas marché, les gens ont vu quand même pour certains le coup venir, mais bon, lui, il est vraiment pour la prise du pouvoir dans la rue. Mais c'est tout. Et donc, quant aux autres, eh ben, ils essaient de survivre. Ce sont des biftecards qui, voilà, bon, essaient de garder leur mandat comme ils peuvent. Et donc, on est vraiment dans une situation extrêmement délétère où aucune des solutions possibles à moyen terme, à court et moyen terme, n'est satisfaisante pour un nombre suffisamment grand pour qu'il y ait une majorité qui s'investisse dans cette solution-là. Donc tout ça compose progressivement, sans même parler de la situation financière, qui est absolument catastrophique, parce que l'économie française est en train de se casser la gueule maintenant de manière accélérée. On avait deux, trois secteurs qui tenaient encore bon, plus ou moins l'automobile, le luxe surtout, et bon, l'aviation, etc. C'est en train, bon, ça va mal, l'automobile, ça se casse la gueule, le luxe commence à souffrir, parce que, bon, malgré tout, c'est fondé sur des comportements snobs, et donc c'est versatile. Et puis, l'aviation, l'aéronautique, avec les Allemands, ça se passe pas bien. Donc, on est dans une situation très difficile. Il y a en plus, évidemment, la situation internationale où on se déconsidère, aussi bien sur le dossier ukrainien que sur le dossier israélo-palestinien. Donc vraiment, on a, bon, Macron, on n'en a pas encore parlé, mais surtout les sujets de politique étrangère, qui sont les seuls sujets où il essaie de retrouver, de regagner un peu d'espace actuellement, de reprendre la main, est ridicule. C'est-à-dire qu'il bon, il ne se passe pas une seule journée sans que Poutine, Netanyahou ou Trump se foutent ou Mélanie se foutent de sa gueule, quoi. Donc,
il fait l'unanimité contre lui. Donc on a aussi cette dimension, que ça participe aussi à la démoralisation. Moi là, je suis à l'étranger en ce moment, on ressent quand même, on ressent le fait que la France est un pays qui se tiers-mondise. Bon, on ressent le fait que il y a moins de touristes aussi, que le luxe commence à souffrir. Tout ça, ça participe à la crise dans laquelle on vit. Voilà. Ouais. Alors, Serge, je me souviens un des derniers échanges que nous avions eus ensemble, je crois d'ailleurs sur Radio Courtoisie, tu t'interrogeais sur le fait que François Bayrou pourrait être finalement le fossoyeur d'Emmanuel Macron, l'homme qui nous débarrasserait d'Emmanuel Macron et qu'il en avait la capacité. Souviens-toi de quelle façon, en tordant le bras du chef de l'État, il avait réussi à s'imposer à Matignon. Est-ce que, en précipitant le calendrier, en posant la question de confiance avant le vote du budget, et ce quelques jours avant les mouvements sociaux, que ce soit les mouvements des syndicats le 16 ou le 18, pardon, ou que ce soit le 10, bloquons tout, c'est-à-dire les mouvements sociaux qui sont en cours d'élaboration. Est-ce que, en partant, en quittant, en tirant sa révérence au dernier moment, il n'expose pas de façon extrêmement dangereuse Macron, puisque si Bayrou est tombé le 8, le 10, qu'est-ce qu'il restera à se mettre sous la dent pour les mouvements sociaux, les mouvements populaires, si ce n'est Macron, Macron démission, Macron destitution. On rappelle que, même si c'est peu probable que ça puisse aboutir, il y a une procédure, une motion de destitution qui sera lancée courant septembre par les élus LFI à l'Assemblée nationale. Donc, est-ce que finalement, il n'est pas le fossoyeur, Bayrou, lui qui, en quelque sorte, se considérait un peu comme le père du centrisme, hein. C'est son enfant, son enfant chéri, celui qui a réussi Macron là où Bayrou a toujours échoué sous la Ve République. Est-ce qu'en quelque sorte, c'est pas un infanticide euh, auquel nous assistons aujourd'hui? Oui, donc par ici, vu les âges respectifs, on ne sait pas trop à quel rôle il se situe. Mais moi, je reprends mon analyse et je souscris aussi à la de la fois présente et je souscris à la tienne parce que si on fait preuve un peu, non pas de cynisme, mais de calcul politique, Bayrou, effectivement, démission, c'est une quasi-démission, hein, ce qu'il fait là actuellement. C'est une démission masquée, quoi. C'est ça. Donc, il démissionne le 8 après un refus de confiance. Ensuite, il laisse Macron face aux mouvements sociaux, tout C'est ça. seul. Il va être nu comme un verre. Pour trouver un candidat à Matignon, bonjour, on vient d'en parler, ça va être très difficile parce qu'il n'y a pas de majorité. Donc, il va monter très très vite, crescendo, mais ça peut être l'affaire de quelques semaines, hein. Le mot d'ordre, Macron démission, c'est la seule solution. J'ai vu que Marc Toiti, un économiste qui n'est pas particulièrement un extrémiste sur une agité, a dit que c'était la seule solution. Bon, Mm. ça va devenir, et le jour où les grands capitaines d'industrie en France, Bernard Arnault et les autres, considèrent qu'effectivement leur petit protégé est devenu le problème, eh bien, ils lui diront dégagez. D'accord. Donc, effectivement, Bayrou est malin de ce point de vue-là, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que d'un côté, il y aura une pression pour la démission de Macron, et de l'autre, il y aura une pression des marchés financiers, et une pression au retour à la stabilité politique comme institutionnelle. Et donc, il peut se dire qu'après être tombé finalement en capitaine courageux sur la question budgétaire, il pourra un peu finalement, un peu comme, c'est un peu le calcul de Pompidou en mai 68, c'est-à-dire provoquons un vrai séisme politique à l'époque par une dissolution, ce que De Gaulle, lui, ne voulait pas, d'accord. Pompidou, finalement, l'avait imposé au président de la République. Donc, en provoquant un vrai séisme politique par une dissolution, parce que la majorité du corps électoral, je dirais bourgeois, classe moyenne et assimilé, qui est encore dominante, et les retraités en particulier, d'accord. Là, il a fait une petite erreur en les émoustillant un petit peu. D'ailleurs, il a vite reculé, Bayrou, mais dans quelques mois, on peut avoir une situation paradoxale où à la fois les gens sont contents de voir Macron dégager et en même temps veulent la stabilité, veulent le retour. La démission de De Gaulle, ça a donné un triomphe pour Pompidou quelques mois plus tard. C'est ça. Souvenons-nous. Bon, et là, Bayrou peut faire ça parce que Bayrou, il est plus âgé que nous, il a tout ça en tête de manière beaucoup plus nette que nous. C'est encore frais dans son esprit, cette histoire de Pompidou, de Gaulle. Il peut se dire, il va y avoir 3 ou 6 mois de chaos où à la fois je me débarrasse de Macron et en même temps, étant tombé courageusement
donc pour la défense de l'État et des équilibres budgétaires, et je suis capable de rassurer les marchés financiers, et donc là, les classes moyennes, la bourgeoisie, le cœur de l'électorat, eh bien, s'il y a démission de Macron, à la fin de l'année, au début 2026, parce qu'il n'y a pas de budget, par exemple, va avoir un réflexe à la fois de peur, un réflexe grégaire, un réflexe de soutien au retour à une forme d'autorité et de stabilité, et là, ça peut être un vote Béron. Tu vois, il a sans doute ça en tête. Alors, ça, c'est sûr qu'il a Hum, envisagé ce scénario, c'est certain. Bon, mais non, il ne faut pas le sous-estimer, hein. c'est Bon, ça. donc, tout ça, eh bien, c'est comme Donc, les j'ai casinos. envie de dire que Bayrou, c'est au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Oui, Quand on oui, voit la bon, voilà. médiocrité du paysage politique et du personnel politique autour de la Macronie, on se dit qu'en effet, Bayrou, c'est un génie de la politique, Bon, à et côté donc, d'eux. et je pense que c'est probablement, c'est pas certainement, mais c'est probablement le calcul qu'il fait. Le problème, c'est que ça, c'est ce que je disais au départ, c'est un calcul en vase clos. C'est-à-dire que ça, bon, parce que la dégradation de la situation financière peut être beaucoup plus rapide. Et c'est pas parce que, à la limite, il va arriver, même s'il était élu, même si son pari fonctionnait, qu'il était élu président, il aurait quand même, ça serait quand même dans une situation très difficile avec de très fortes oppositions. Et il n'est pas du tout certain que dans un climat très tendu du point de vue financier, qui peut d'ailleurs être un climat international, parce que la situation sur les marchés financiers est très tendue, indépendamment de la France, il n'est pas du tout certain que ça suffise à restaurer les équilibres budgétaires, à restaurer la crédibilité de la France et la signature de la France. Et donc, il se retrouverait peut-être élu, mais dans une situation très chaotique, avec des problèmes financiers et économiques majeurs qu'il ne pourrait pas régler. Et donc, bien, ça reviendra en boomerang à nouveau vers lui très rapidement. Donc, c'est pour ça que je parle d'une certaine manière de cette logique de l'apocalypse, c'est-à-dire qu'il y a la coordination c'est la coordination du chaos. C'est un concept paradoxal que j'avais essayé d'explorer dans un de mes livres précédents. C'est justement, il est possible que dans les événements chaotiques, il y ait une forme de coordination qui se crée. On l'avait connu d'une certaine manière pendant le Covid, c'est-à-dire que c'était le bordel et le chaos dans différents pays. Il y a eu une forme de coordination du chaos. Le Covid, la soi-disant lutte contre le Covid a permis la coordination du chaos. Il peut y avoir une coordination des chaos. Et là, on aura une situation qui emportera tout pouvoir, même malin, même habile. Il y a des pouvoirs extrêmement malins et habiles qui ont été emportés dans l'histoire très fréquemment par des forces contre lesquelles ils ne pouvaient plus rien. Il y a des moments où en politique, tu ne peux plus rien. Le fond de l'affaire, là, je fais référence aussi à mes modestes ouvrages. Bon, là, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Alors, donc on le rappelle, Le sabre et l'esprit, c'est voilà, le voilà. dernier livre aux éditions de Bon, Passy parce que de le fond Serge de l'affaire, c'est Federbush. quoi? Ça ne concerne pas que la France, c'est la tension entre le modèle de l'État-providence et la mondialisation. Et ça, c'est des forces beaucoup plus profondes que de savoir si c'est Bayrou, Macron ou Le Pen ou Mélenchon qui dirigent la France. Hein, quel que soit l'individu qui dirige la France, quand on est dans une situation où à la fois on a une économie complètement ouverte et qui dépend désormais pour des actes essentiels de sa vie quotidienne, d'importation, de composants, de matières premières, etc., on est totalement dépendant, nous comme les autres d'ailleurs. Et qu'en même temps, on a un système, que cette situation crée des inégalités de plus en plus grandes et une fragilité politique de plus en plus grande, quand il y a donc une confrontation entre le modèle de l'État-providence et de la mondialisation, eh bien, ça emporte n'importe qui au pouvoir. Peu importe qui soit au pouvoir d'ailleurs, que ce soit à gauche, à droite, etc. Et donc, on n'est pas sorti de l'auberge de ce point de vue-là. Alors, en cas de chaos, un des calculs qui est prêté aussi, quelque peu complotiste, mais quand même à étudier, c'est l'usage de l'article 16 par Emmanuel Macron. C'est-à-dire que confronté justement à un chaos profond, et puis avec la surréaction à ce moment-là des marchés financiers, l'abaissement de la note, l'augmentation en flèche des taux nominaux, des taux d'intérêt nominaux sur la dette française, eh bien, et dans le cadre de l'article 16, le fait que la France ne puisse plus respecter ses engagements internationaux, déclenchement de l'article 16 avec un Conseil constitutionnel, un Richard Ferrand qui est à la botte de Macron. Est-ce que ça, c'est une hypothèse crédible? C'est une hypothèse. Maintenant, en fait, c'est la politique du pire. Et comme disait je ne sais plus qui, la politique du pire, c'est la pire des politiques, hein. Hmm. S'il fait ça,
Effectivement, il a peut-être ça en tête, hein. Tout le monde a, bon, tous les scénarios sont ouverts. Il a dû étudier ça, Macron et d'autres aussi. Bon, le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il se plante. Il faut que l'armée suive. D'accord? En théorie, ça dure que 6 mois, l'article 16, hein, il ne peut pas le faire durer plus longtemps. Bon, donc au bout de 6 mois, on en revient à ce que je disais précédemment, c'est-à-dire qu'il n'aura pas fait disparaître la situation financière de la France. Admettons qu'il utilise l'article 16. Ok, très bien. Il vient de placer son chef d'état-major. Tu dis, il faut que l'armée suive, Oui, Serge. Il vient de placer son chef d'état-major oui, bon, personnel, enfin de l'Élysée, oui. le chef personnel de l'Élysée, Sauf que à la tête des armées, hein. Sauf que l'article 16, ça ne te permet pas de fixer le taux d'intérêt que le Trésor public verse aux prêteurs étrangers. Tu vois? Non. Et donc, il peut, comme dirait, là, j'ai utilisé un vocabulaire à l'Albert Simonin, où là, c'est mes origines un peu prolétariennes de Paris qui vont ressurgir. Il peut sucer la Tour Eiffel en pointe, si tu veux. Ça ne va pas avec son article 16, ça ne changera rien à l'histoire. Il restera dans la débâcle financière. Tu vois? Bon, il y a. Quand tu prends par exemple le pouvoir tsariste, ou même les sociodémocrates en 1918 en Allemagne, ils étaient pas idiots, ils utilisaient la manière forte avec bon, Hebert, etc. Ils sont restés au pouvoir ensuite, mais la débâcle financière, quand elle est revenue, en particulier dans la crise des années 30, ou dès 1917-18 en Russie, ça les a emportés. Ça les a emportés. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as l'armée à ta disposition et que tu écrases, bon voilà, la France est quand même immergée, c'est pas la Corée du Nord, tu vois, c'est pas un pays complètement éloigné de toute influence extérieure. C'est-à-dire que si tu prends le pouvoir de manière un peu autoritaire pendant quelques mois, tu as intérêt à obtenir des résultats rapidement sur le fond. Parce que sinon, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Le problème de Macron, c'est que l'article 16, ça doit être le prélude à des choses beaucoup plus profondes encore. Ça doit être le prélude à la sortie de l'Union européenne, au rétablissement du contrôle d'échange, à l'armée aux frontières, parce que les gens vont vouloir se tirer avec leur fric. Et voilà, en Belgique, etc., il faudra mettre des troupes partout. Bon, parce qu'il ne faut pas simplement se prémunir contre un danger qui, à mon avis, est d'une certaine manière, hélas, n'est pas si fort, à savoir de la rébellion des Français dans la rue. Il y aura une rébellion des Français dans la rue, en particulier chez LFI, peut-être moins malheureusement à droite. Mais le plus grand danger, c'est que si ça fait parce il n'aura pas de résultat économique et financier. Ça va faire paniquer les épargnants et les gens vont vouloir se barrer, quitter la France avec leur fric en passant en Suisse, en passant en Belgique, en passant en Italie, en passant en Allemagne. Et donc, ton article 16, il faut aussi l'accompagner de mesures extrêmement strictes qui te font sortir de l'Union européenne. Et bon, qui est pourtant le credo absolu de Macron. Tu vois, on est dans un système ensuite où, bon, c'est comme disent les Anglais, uncharted, excuse-moi, bah oui, Radio Courtoisie, on n'a pas le droit. C'est les Traduis-le territoires immédiatement. inconnus. Et territoires inconnus. Bon, et donc les territoires Terra inconnus, incognita. Mhm. bon, voilà, eh bien, on a droit au latin, oui, sur Radio Courtoisie, terra Voilà. incognita. Et donc, le problème de Macron, c'est que c'est quand même un fantoche. C'est un crâneur de Sciences Po et de l'ENA, comme on en a en fait croisé un certain nombre. Moi, j'en ai connu quelques-uns dans ces deux institutions. C'est un petit crâneur qui a réussi son coup, mais ça ne va pas plus loin. Il a des idées extrêmement à la fois péremptoire et superficielle sur la situation internationale, sur la situation économique. Il a un credo bêta européiste qui ressasse de temps en temps, mais qui est complètement aujourd'hui à côté de la plaque. C'est quelqu'un qui n'a pas d'épaisseur humaine, il n'a pas vraiment réfléchi, il ne s'est pas battu contre l'adversité pendant des décennies pour arriver à quelque chose d'humainement probant. Donc, y croire que ce mec-là, simplement avec l'article 16, serait capable de régler la situation, je n'y crois pas un instant. Ça ne ferait au contraire qu'empirer et ça provoquerait une guerre civile. À mon avis, Mais est-ce que l'article 16, l'article 16 ne lui permettrait pas plutôt, eh bien, puisqu'il dirait c'est les engagements de la France qui sont en cause, d'accélérer, d'accroître l'intégration, tout à fait l'inverse de ce que tu viens de prédire, c'est-à-dire accroître l'intégration européenne, l'euro numérique, l'ensemble des contraintes d'un régime qui serait totalitaire et qui pourrait se mettre en place, et à marche forcée, on y imposerait une France totalement détruite de l'intérieur et soumise justement mais qui à va une s'intégrer Europe à quoi? supranationale. À quoi il va s'intégrer, Nicolas? Pour s'intégrer, il faut s'intégrer à quelque chose. Les Italiens n'ont pas envie de ça. Les Anglais, bon, ils sont plus dans le coup. Les Allemands commencent à en avoir marre, ils vont se barrer aussi. Ils ont très envie de se barrer de plus en plus. Ils sont en train de perdre à peu près 50 000 emplois industriels tous les mois, les Allemands, en ce moment, hein. Et donc, il va s'intégrer à rien.
Bon, ça serait valable, ton Le histoire, si narratif tu de veux la Grande vraiment. Guerre, Bon, si Serge, c'était. Oui. Serge, le narratif de la Grande Guerre, le narratif, l'ennemi extérieur, est-ce que ça peut pas pousser à l'intégration aussi? Bon, C'est pas là, entretenu là pour aussi, ça, il y a pas de majorité pour ça et les autres pays suivront penses-tu? pas. Tu comprends? Mhm. Si on était simplement une province de l'Empire Mhm. romain, imagine, ou un Gauleiter de l'Empire nazi hitlérien, bon, et que Macron soit le Gauleiter ou bien soit un proconsul de l'empereur de Rome dans une raison quelconque en Judée ou en Ibérie, il va savoir. Bon, eh bien, effectivement, il y aurait peut-être une situation insurrectionnelle, d'accord? Et puis, à ce moment-là, il pourrait utiliser d'une forme de dictature, donc qu'il recevrait d'ailleurs de pouvoir, qu'il recevrait de l'empereur, du pouvoir central, pour se réintégrer, s'intégrer mieux et se mettre sous l'abri, sous l'aile de ce pouvoir. Mais ce pouvoir n'existe pas aujourd'hui en Europe. Personne n'en veut, personne ne l'incarne, personne, il n'existe pas. Il n'y a pas d'empire qui permettra auquel Macron pourra s'adosser pour pouvoir rétablir l'ordre en France. Parce que le cœur du système aussi, l'Union européenne, est gravement atteint. Donc, je ne vois pas que l'article 16, quand bien même il s'adonnerait à ce genre de facétie, ça serait extrêmement dangereux et périlleux pour lui. C'est censé ne durer que 6 mois, ce qui passe extrêmement vite. Il y a beaucoup de Il n'y a gens qui pas le de délai. refuseraient. Si. Il est bon. Non, 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 il n'y a plus de délai. Non, 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 non. Bon, il aurait, ça lui donnerait rien. Et puis, tu sais, effectivement, ça ne ferait qu'accentuer les maux de la France parce que les régimes dictatoriaux ne sont pas les plus efficaces. Le fond du problème, c'est qu'on est devenu inefficace économiquement aussi. D'accord? Mhm. Dans cette espèce de mondialisation, on a mal joué notre jeu. Bon, c'est pas l'article 16 qui va nous rendre de la compétitivité. Loin s'en faut, loin s'en faut. Donc les problèmes perdureront et il y aura une fuite des capitaux, les gens voudront foutre le camp, y compris ses principaux soutiens, et ça ne marchera pas. Ça ne fera qu'accélérer l'effondrement du pays, c'est tout. Voilà, Mhm. je le pense. Mais Bien. bon, enfin, tout peut arriver, hein, évidemment. J'ai pas. Là aussi, tu sais, on est tous un peu nombrilistes quand on écrit. J'avais essayé d'étudier tout ça en 2014 dans un livre qui s'appelait Français, préparez-vous pour votre future révolution. Et j'avais déjà à l'époque, ça fait 11 ans, inventorié tous ces scénarios possibles. Alors, Donc, un autre scénario possible, dans ce cas-là, mon cher Serge, c'est celui d'une majorité, même relative, que tu as évoqué au début, du Rassemblement national suite à une dissolution. Est-ce que une des options de Macron et du système, ce serait pas aussi de donner la patate chaude d'une situation en effet particulièrement complexe euh, pour la France au niveau financier et se dire, eh bien, le RN va assumer la banqueroute, la crise de surendettement, et on leur mettra sur le dos, justement, et on en terminera une bonne fois pour toutes avec l'expérience de la pseudo-extrême droite en France par un échec économique financier retentissant. Est-ce que ça aussi, ça ne pourrait pas être une tentation de Macron? oui, bien sûr, il peut essayer de faire ça. Et bon, il serait à peu près sûr s'il y avait une majorité juste relative ou pas de majorité du tout, qu'effectivement, l'expérience du RN ne durerait pas très longtemps, parce que sans l'Élysée, sans le Conseil constitutionnel, sans le Sénat, il ne faut pas les oublier eux non plus, sans les médias, sans la justice, le Conseil d'État et tutti quanti, eh bien évidemment, en réalité, ils n'ont pas le pouvoir. Et donc, ça échouerait. Mais, à ce moment-là, tu vas voir qu'on est vraiment toujours dans cette hypothèse où tu chasses le problème par la porte, il rentre par la fenêtre. Qui va tirer bénéfice de cette situation? Est-ce que c'est Macron forcément? Non, pas du tout. Ça peut être LFI. Ceux qui seront, c'est la gauche qui sera le mieux placée pour tirer le bénéfice de l'échec éventuel du RN en cas de majorité, Oui, tu as raison. tu vois. Et donc, ça tourne. Et là, tu te retrouves avec Mélenchon ou un Mélenchonien quelconque à Matignon, ou même élu président de la République, qui arrive en disant qu'il faut faire payer les riches. Et à ce moment-là, bah, rebelote, là, c'est comme l'article 16, c'est comme tout le reste, c'est-à-dire fuite des capitaux, armée aux frontières pour empêcher les gens d'aller en Italie, en Suisse, en Espagne ou en Belgique ou en Allemagne, et refermement inepte du pays qui tient pas la route non plus. Donc,
on est dans une situation où les gens c'est très confus. Les gens font des calculs, ils se croient tous malins, très bien. Bon, mais c'est pas parce que tu es intelligent et que tu fais des calculs que tu t'en sors dans une situation aussi pourrie que celle-là. Au contraire, bah, le grand drame parfois, c'est que, bon, on l'a maintes fois observé dans l'histoire, il y a des gens qui peuvent être très malins et se prendre des pieds dans le tapis parce que c'est trop compliqué pour eux. Et puis et Bayrou, par exemple, ou Macron, mais surtout Bayrou, moi je le résumerais son expérience dans la formule n'est trop tard dans un monde trop vieux. En fait, il arrive trop tard au pouvoir dans une situation trop pourrie. C'est ça son problème de Bayrou. Mais finalement, il est sans doute meilleur que les autres. Moi, je le trouve finalement assez madré et c'est pas un si mauvais bougre que ça. Bon, je vais peut-être choquer des auditeurs, mais je le pense sincèrement. J'ai aucune sympathie pour lui, naturellement, j'ai jamais voté pour lui, je voterai jamais pour lui, c'est pas le problème. Mais bon, c'est pas le plus mauvais des bougres, hein, l'animal en question. Mais Mhm. bon, c'est trop tard. Pas de chance, quoi. Il est arrivé trop tard, hein. Alors peut-être que son histoire de faire porter le chapeau, chacun aussi veut faire porter le chapeau à l'autre. Bon, Macron veut faire porter le chapeau éventuellement à Le Pen ou à un autre Premier ministre qui trouverait. Bayrou veut faire porter le chapeau à Macron. Philippe veut faire porter le chapeau à tous les autres. Enfin, tout le monde veut faire porter le chapeau à tout le monde. Mais ça aussi, ça participe du chaos et de Oui. la violence du chaos. C'est-à-dire qu'en fait, bon, on est dans une situation où on a des joueurs dans un jeu où ils n'ont que peu d'atouts, mais suffisamment d'atouts pour paralyser les autres. Et chacun joue en perso, chacun joue en fait égoïstement, eh bien, n'arrive à faire que ce qu'il peut faire, à savoir détruire le jeu des autres plutôt que promouvoir vraiment le sien propre. C'est une affaire de théorie des jeux. Là, je ne vais pas faire des maths, mais il y a des théories qui peuvent expliquer ça, où en fait, on peut aboutir à des situations où aucun des acteurs n'est suffisamment fort et puissant pour trouver une solution, mais tous sont suffisamment forts pour empêcher l'émergence d'une solution. Et c'est ça une situation de crise et une situation pré-révolutionnaire. Donc ça, bon, qu'on aborde ça par le biais historique, par le biais des mathématiques ou par le biais de la science politique ou du droit, on arrive toujours à la même conclusion, c'est qu'on est dans une situation aujourd'hui inextricable. Bien, une situation inextricable. Alors avant de passer aux questions des auditeurs, et je sais que tu devras nous quitter un petit peu avant la fin de cette émission, mon cher Serge, une dernière question générale sur cette fois-ci l'aspect financier. Est-ce que la crise financière précipitée par la crise politique pourrait avoir des incidences extrêmement importantes rapidement? Tu disais 2026, peut-être encore plus vite. Et quel serait le déroulé de cette crise financière si elle venait à intervenir rapidement en France demain? Bah, c'est assez rapide. Ensuite, tu sais, quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite. Quand les digues sont portées, il n'y a plus de limite. C'est-à-dire que les taux d'intérêt peuvent monter très vite. C'est-à-dire qu'à 4%, ça devient déjà à gérer. À 5, c'est impossible. Alors 6, 7, je t'en parle pas. C'est-à-dire que vraiment, on ne peut pas rembourser la dette. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? En plus, si c'est concomitant d'une absence, on a oublié, on n'a pas parlé d'une chose, c'est qu'à la fin de l'année, il faut quand même voter un budget, là, hein. Bon, Oui, en plus. De toute façon, ça voilà. c'est un mur. Ça, c'est le vrai mur qui attend tout Premier ministre, quel qu'il soit demain, c'est sûr. Alors, la dernière fois, ils ont fait quoi? Ils ont voté une loi provisoire, d'accord? Et là, il y a eu l'unanimité du Parlement, Oui, d'accord? Pour voter une loi provisoire pour, euh, en gros, reproduire le budget à l'identique de de. l'année précédente. Oui. Voilà. Mais ça, il faut quand même une loi, d'accord? Imagine qu'on ait une dissolution qui intervienne tardivement, tu vois, en octobre-novembre, hein, avec des élections mi-décembre, etc. Mais tu as un risque, et ça, Macron va l'utiliser, ils vont l'utiliser pour faire peur à l'opinion, l'absence de budget. Et là, l'absence de budget, c'est ce que, en langue anglo-saxonne, que je n'utiliserai pas, hein, c'est le baissage de rideau, tu vois, c'est-à-dire que au 1er janvier 2026, qui court là, ce vers quoi on court et qui pend au nez des Français, et en particulier des fonctionnaires ou des retraités, d'accord, c'est l'absence de versement de leur pension ou de leur traitement. C'est C'est-à-dire ça. qu'au 1er janvier 2026, il est possible, en l'absence de budget, que les fonctionnaires cessent d'être payés. Et les traitements, et les pensions des retraités, et les allocs, l'APL, et tout le Bataclan, tout ce qui fait vivre les Français. D'accord? Donc là, tu vois un peu la situation.
social si les fonctionnaires sont plus payés à partir du 1er janvier. Bon, donc, d'autant plus qu'il y aura peut-être pas de Parlement, ou le Parlement sera peut-être même incapable de voter cette loi provisoire, parce qu'il y aura des gens qui seront pour la politique du pire aussi. Donc, et tout ça, ça peut être lié à ça s'inscrit dans la hausse des taux d'intérêt, et la hausse des taux d'intérêt le provoque encore plus. Encore plus. Parce que quand les taux d'intérêt montent à 6 ou 7%, si on veut rembourser la dette, Mhm. on n'a plus aucune. Alors là, on est à l'os immédiatement sur tout le reste. C'est-à-dire que là, on n'a pas le choix. Il faut baisser les traitements des fonctionnaires de 10% tout de suite. C'est-à-dire que l'ensemble des fonctionnaires doivent se voir leur traitement baisser de 10% dès l'an prochain. Bon, si on est dans cette situation-là. Et sinon, le budget, rien. Tu vois, c'est même pas la peine de le voter. Donc, on est dans une situation, effectivement, où la crise financière peut s'instiller dans la crise politique de cette manière-là. Voilà. Et donc, il y a, une conjonction des phénomènes de perturbation et de chaos qui peut se mettre en place. Et la situation, c'est ça, des propriétés d'accélération, la crise financière. C'est-à-dire que ça va plus vite que la crise politique. Et ça peut mener effectivement à une crise ouverte par l'absence complète de budget et de possibilité de continuer à fonctionner en France. Et à ce moment-là, c'est l'effondrement. Et puis c'est aussi, à ce moment-là, bon, ben, on sort de l'Union européenne et on fait défaut. Hein, c'est arrivé dans l'histoire, c'est arrivé très rarement, c'est arrivé, la dernière fois où c'est arrivé de manière très nette, en France, c'est sous la Révolution française, hein, justement, au moment des assignats, et il peut y avoir un défaut sur la dette française. Ça semble extravagant aujourd'hui, mais ça ne l'est pas du tout. Ça peut se nouer en 6 mois, un an, cette chose-là. Donc, tout va dépendre un peu de la façon dont le système politique va réagir, justement. Alors voilà, tout à fait. Allez, les questions des auditeurs, Serge. Première question justement sur le système. Vous parlez de fin de système. Alors, pourquoi ce serait mieux une sixième république démocrassouille? Il nous faut changer de régime, on n'a pas le choix. Voilà ce que souhaiterait des auditeurs, c'est-à-dire une véritable crise de régime. Nous emportons loin la République, la Ouais, gueuse. et alors, bon, un des grands problèmes de la France, c'est que on est dans une espèce de schizophrénie. C'est-à-dire que, effectivement, moi, je suis depuis très longtemps, de mes premiers écrits, ont bientôt 40 ans sur le sujet, hostile au franc fort, à l'Union européenne telle qu'elle s'est construite, et à l'euro, tout ça, j'ai voté non à tout ce qu'il fallait. J'étais parmi les premiers à le dénoncer il y a fort longtemps. Bon, certes, bon, tout ça nous a fait mordre de la poussière avec la surévaluation du franc, puis de l'euro, ça a tué notre industrie. Certes, mais pour autant, si on prenait nos distances avec l'Union européenne, ça ne veut pas dire qu'on aurait droit au laxisme. Au contraire, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent, et c'est ça qui est difficile politiquement. C'est-à-dire que le fait de retrouver notre souveraineté, ça ne serait pas pour continuer la fête à neuneux, la fête au village, comme on le fait actuellement. Ça serait pour, d'une certaine manière, une austérité plus dure, mais une austérité payante à terme. C'est-à-dire pour reconstruire notre économie, reconstruire notre industrie. Voilà. Mais ça ne veut pas dire du laxisme. Si on s'éloigne de l'Union européenne ou si on quitte la Ve République pour aller dans le chaos complet politique au retour à la quatrième ou pour aller vers les préconisations de Mélenchon, c'est-à-dire l'étatisation, la soviétisation de l'économie, eh bien, ça sera au contraire la ruine accélérée. Donc, le paradoxe, c'est que moi, je suis pour le retour à la souveraineté. Mais le retour à la souveraineté, c'est pas le retour à la gabegie, à la fainéantise et au je m'en foutisme. Au contraire, c'est le retour à une certaine manière d'austérité, de courage et de vérité. C'est le prix de la vérité qu'il faut payer. Et que la France et les Français, d'une certaine manière, ont perdu l'habitude de payer. Il faudra payer le prix de cette vérité. Bon. Mais et c'est certainement pas ce que les gens imaginent. C'est pas plus d'allocations et faites payer les riches, parce que ça marche pas. D'ailleurs, des riches, il y en a de moins en moins réellement en France. Voilà. Le changement de système, oui, mais pour quel système? Pour un système viable et un système qui sera un système qui va être exigeant pour les Français et pas un système laxiste. On aura compris que chez notre auditeur, c'est un changement de régime qui est espéré, c'est-à-dire le passage de la République à un retour à la monarchie.
Autre question, Serge. Bonjour Nicolas ainsi qu'à vos invités, qu'à votre invité, ayant fait le même constat que l'invité, donc Serge Federbush, et vu la chienlit depuis 5 ans, j'imaginais un coup d'État par un général pour sauver la France, comme en 58, ce que vient de suggérer votre invité. Oui. Oui, non. Ouais. Alors, on ne va pas débattre, revenir sur est-ce que c'était un coup d'État en 58 ou pas. Premièrement. Deuxièmement, c'était pas tout à fait un coup d'État, c'était, je dirais, un accouchement forceps constitutionnel plutôt qu'un coup d'État. Deuxièmement, comme le dit le général de Gaulle, justement, c'était pas l'établissement d'une dictature. Hein. Il était trop vieux pour être dictateur à l'époque, il le disait lui-même. Et donc, ça s'est pas passé comme ça. Et c'était pas l'aventure d'un seul. D'accord? Il est bien évident qu'aucun individu tout seul n'arrivera à faire face à la situation dans laquelle on est. Les grandes équipes politiques qui se sont nouées autour d'individus, et il y en a eu de nombreuses dans l'histoire, pour rétablir l'ordre. Prenons, bon, moi j'ai passé un peu de temps là en Italie, bon, c'est un pays que j'aime bien, donc je connais pas trop mal l'histoire. Bon, dans le chaos des guerres civiles qui accablaient et ça a été beaucoup plus grave qu'aujourd'hui, nous en France, hein, c'était des vraies guerres civiles qui accablaient la République romaine, eh bien, à la fin, il y a un personnage qui a émergé, Octavien, hein, Auguste. Il est devenu empereur, mais pour qui étudie l'histoire romaine, il n'était pas seul. Il s'est appuyé sur des gens, un petit groupe, mais qui le soutenaient, extrêmement compétents, extrêmement dévoués et extrêmement animés par le bien public. Par le bien public. Il ne s'agissait pas. Alors, ils avaient certes des propensions à la gloriole, hein, comme beaucoup de gens sur Terre, mais malgré tout, ils avaient chevillé au corps le bien de l'URBS, le bien de la romanité. Bon, et ils l'ont porté justement à un degré qui n'était pas atteint précédemment. Comme on disait à l'époque, Auguste a trouvé Rome en brique et l'a laissé à la fin de son règne en marbre. Bon, donc voilà, de la même manière, Bonaparte, quand il arrive au pouvoir, quand tu vois un peu comment le fonctionnement de l'Empire français à l'époque, il était loin d'être seul. Il s'est appuyé sur des gens d'une extrême valeur. Berthier, Masséna, Murat, etc., etc. Bon, et même de la moralité douteuse comme Fouché ou comme Talleyrand, peu importe. Mais c'était des gens extrêmement efficaces et d'une certaine manière dévoués au bien commun, bien qu'ils aient eu des ambitions individuelles. Bon, ça ne se fait pas tout seul, ces trucs-là. Donc, il y a des solutions, mais il ne faut pas croire que la dictature est une solution en soi. C'est la pire des solutions si le dictateur est mauvais. C'est comme la royauté d'ailleurs. Le meilleur des régimes, c'est le roi philosophe, le roi éclairé, le roi de bon niveau qui agit pour le bien du pays. Mais si jamais le roi n'est pas bon, et ça arrive très souvent par les aléas successoraux, et bien là, ça se transforme en pire des régimes. Et donc, bien c'est la même chose. Croire à l'homme providentiel, c'est pas une réponse en soi. Il Hmm. faut que l'homme, je dirais, serve la providence plutôt que la providence ne serve l'homme. Bien. Serge, autre question. Cher Nicolas, vos amis sont les nôtres. Monsieur Federbush produit une analyse politique fort intéressante. Question. Macron ne démissionnera pas. Quid de sa destitution? Honneur à David Van Emmerik qui milite courageusement pour cette cause au péril de sa vie. Oui, alors la destitution, ça va être compliqué parce que c'est juridiquement très difficile à obtenir et il n'y a pas de majorité réellement pour ça. Ça va être bon. Je pense qu'il peut démissionner au bout d'un moment. Moi, je crois que c'est possible. Il démissionnera s'il sent que la situation commence à être physiquement dangereuse pour lui. Ça, c'est possible. Bon, on l'a vu par exemple pendant les premiers actes des Gilets jaunes, à un moment au puits, il était en vadrouille avec assez mal gardé parce qu'ils n'avaient pas encore évalué les vrais dangers, le vrai ressentiment de l'opinion, il a failli être lynché au puits, donc en Haute-Loire, au début des Gilets jaunes. Et donc ça, je pense qu'ils l'ont gardé en tête. Ils ont eu très chaud à l'époque, ils ont eu très peur. Bon. Et Macron, c'est pas non plus Salvador Allende qui va mettre un casque pour résister avec un fusil à l'intérieur de l'Élysée, face au char. Hein. Il aura foutu le camp depuis belle lurette à ce moment-là, quoi. Donc ça, c'est possible. Mais là, on en revient ensuite à la suite des événements. Il faudra encore qu'il y ait un chef d'État élu et qui s'appuie sur un assentiment populaire suffisant pour réformer de fond en comble les institutions au bénéfice d'une prise de distance vis-à-vis de l'Union européenne et d'une refondation
de la République française, moins de gaspillage, moins de services publics, soi-disant publics inutiles, et puis un redressement industriel et économique de la France. Enfin, la voie est extrêmement difficile à obtenir. Une observation d'un auditeur clin d'œil. Monsieur Federbush a utilisé le titre de mon livre que je n'ai pas pu publier, Le sabre et l'esprit, qui traitait des rapports entre l'islam et l'Occident d'après les écrits d'Ibn Khaldoun. En outre, nous sommes nés la même année à croire qu'elle a généré des esprits d'analystes. Eh ben voilà. Excellent, non? T'avais pas? Alors, autre question. Pourquoi ne pas aborder le coût de l'immigration qui permettrait de faire de réelles économies et ne pas ponctionner encore les Français entre fraude des 7 millions de cartes vitales, les subventions, les dettes des pays étrangers aux hôpitaux français non réglées, les retraités payés à des plus que centenaires? Bon, ben ça, je dirais que ça, c'est autre chose. C'est vraiment le Non, sujet. non, mais je suis d'accord, effectivement, c'est les premières économies à faire et peut-être les plus simples. Alors, il va falloir taper sur la clientèle électorale de LFI, mais allons-y gaiement, hein, c'est pas un problème, ça, hein. Donc, des socialistes, bien entendu. Mais là, évidemment qu'il y a des gaspillages monstrueux, il faut se débarrasser de toutes ces plaies inutiles. Mais ce n'était pas le sujet directement. Bonjour messieurs, n'oubliez pas qu'il y a aussi les élections municipales en 2026, à moins qu'elles ne soient très antidémocratiquement reportées par un pouvoir aux abois et dans la tourmente. Oui, c'est vrai qu'il y a ces élections municipales aussi en 2026, qu'il faut intégrer dans le raisonnement. Alors, je voulais en parler justement, mais ça, je remercie l'auditeur de cette question parce que ça m'a échappé dans le fil de la discussion. Effectivement, mais ça peut être un facteur compliquant. Pourquoi? Parce que j'y ai pensé. Et d'ailleurs, avec quelques amis, on a des idées assez sur cette question. On va sans doute présenter des listes. Mais la question est la suivante. Si c'est le chaos et qu'il n'y a pas de Parlement, ou un Parlement extrêmement instable, et qu'il y a des troubles, imaginons l'article 16 par exemple, comme tu l'as évoqué, ou n'importe quoi, eh bien, il est évident que les élections municipales ne pourront pas se tenir. Parce que les élections municipales, c'est quoi? Ce sont des sujets d'affrontement et des questions conflictuelles extrêmement, mais une myriade de questions conflictuelles dans chaque commune. C'est-à-dire que dans un contexte déjà extrêmement délétère d'affrontement politique, va se surajouter cette question. À partir de janvier, hein, ça va être très rapide. Bon, on va être en pleine élection municipale, même novembre-décembre. Donc on va se trouver avec des foyers d'affrontement, de contestation qui vont être multipliés à l'occasion de cette élection et qui vont parasiter d'ailleurs les calculs nationaux, parce que vous allez avoir dans certaines communes des alliances de circonstances qui vont contrarier les alliances nationales. Et donc, ça va rendre encore plus difficile l'émergence d'une vraie solution politique au niveau national. Donc, c'est un facteur important qui peut se traduire soit par l'accentuation du chaos du fait de la tenue de municipales elles-mêmes chaotiques, soit purement et simplement l'escamotage des élections municipales. Serge, vraiment, en deux mots, parce que je pense que l'hypothèse est peu crédible d'un auditeur. Bonjour, merci pour cette émission. Mais hypothèse, bon, c'est une hypothèse, donc je la soumets évidemment à l'invité, cher auditeur. Si le 8 août, Bayrou a une majorité pour son plan d'austérité socialiste plus macroniste plus LR. Oui, ben, socialiste plus macroniste plus LR, ça fait pas une majorité déjà. Il faudrait en plus les écolos, hein, donc il faut préciser ça. Et là, je ne crois pas qu'ils voteraient. C'est ça le problème, c'est qu'on a vraiment une situation, quand on observe le fonctionnement du Parlement, qui est très compliqué. Donc ils n'auraient pas la majorité simplement LR, socialo, macrono. Bon, il faudrait aussi comment dire, les écolos. Ce qui n'aurait pas été le cas de la motion de censure, enfin du 9-3 en cas de motion de censure. Mais là, la question de confiance qu'il pose, donc il n'aura pas la majorité, même si les socialistes la votent. Et puis donc, ben voilà, c'est la question, la réponse à la question. Ça ne se produira pas. Ça ne se produira pas, voilà, c'est la réponse définitive à la question par Serge. Dernière question d'un auditeur, Serge, et je te libérerai. C'est plus une question de prospective pour l'avenir. Y aura-t-il un redressement? Peut-on espérer un redressement de la France demain? Bonjour, on nous dit que les fleurons essentiels de notre industrie ont été vendus. Exemple Alstom, ou sont en cours de démantèlement. EDF, énergie hydraulique. Ces pertes sont-elles irréparables et de toute façon, étant trop lourdes, interdisent maintenant tout retour à la prospérité des années 70? Ou bien, finalement, ces pertes ne sont que des épiphénomènes qui n'empêcheront pas un redressement? Ah, question générale intéressante.
attentes de cet auditeur. Ouais. Alors, il fut un temps fort éloigné, hein, où l'anglais était bon, un peu partout, jusqu'à Orléans. Le roi de France ne pouvait pas être couronné. Il fut un temps beaucoup plus proche de nous, en 1940, où l'allemand était à peu près partout, jusqu'à la ligne de démarcation, et ensuite même dans toute la France. Donc, la France a connu des périodes plus dures dans son existence que celle-là. Donc, moi, sur le long terme, sur le très long terme, et sur bon, j'ai aucun souci, c'est un pays magnifique, c'est un pays qui a une façade sur la mer du Nord, sur l'Atlantique, sur la Méditerranée qui est unique au monde, c'est un carrefour, c'est une histoire millénaire, des infrastructures, des gens qui malgré tout, même s'ils sont un peu bordéliques et qui ont tendance un peu à rêvasser, sont quand même créatifs et intelligents, une main-d'œuvre qui est quand même assez formée. Évidemment, il y a des atouts. On s'en sortira, c'est sûr qu'on s'en sortira. On s'en sortira comme on s'est sorti de la crise de 1789 à peu près 1799. Hein, ça avait duré une dizaine d'années. Bon, il y a eu des périodes bien pires dans l'histoire de France. On s'en est toujours sorti. Alors, de quelle manière? J'en sais rien. C'est la beauté de la vie, c'est la beauté de l'existence. Elle doit nous surprendre. Elle doit offrir des solutions auxquelles elle n'avait pas pensé. Finalement, on est tous des vieux, on est tous des has-been, hein, très rapidement dans la vie. Et donc, il faut faire confiance à la vie et la France en sortira. Ne pas oublier que, bon, justement, qui avait permis à la France de s'en sortir? Eh bien, c'est une jouvencelle, donc, venant de l'Est, du nom de Jeanne d'Arc. Et ne pas oublier une chose, c'est que finalement, la France est le seul pays au monde où une intervention divine a joué, hein, sur le cours de l'histoire, en tout cas en Europe. Bon, et bon, voilà, c'est un pays particulier de ce point de vue-là. Et donc, si on croit à ça, ce qui est peut-être votre cas, peut-être pas, peu importe, peut-être le mien, peut-être pas, peu importe, mais il y a quand même un génie particulier en France qui est que, voilà, il y a quelque chose qui se produira qui fera que ce pays ne tombera pas, c'est sûr. Voilà. Donc, Merci soyons optimistes et battons-nous. et battons-nous. Fight, c'est ça, disait Donald Trump. Et Attends, c'est pas un anglicisme, là, c'est tu viens de perdre 1 euro, là. non, non, parce que justement, ça, c'est quelque chose qui a été dit, c'est dans le texte. Ce qu'on ne supporte pas sur Radio Courtoisie, c'est les anglicismes, quand on peut avoir un autre mot. Là, c'est pas la traduction, c'est le mot exact qu'a employé après avoir échappé à une tentative d'attentat Donald Trump l'été dernier avant d'être réélu président des États-Unis d'Amérique. Pour terminer avec le facétieux, cette partie d'émission, avec le facétieux Michel Dumas qui m'envoie une magnifique poule au pot sur le pot de chambre, la poule, eh bien, le fameux quatrain de Michel Dumas, de ses émissions du livre journal de géopolitique profonde. Prête l'oreille, cher Serge. Au pied des Pyrénées, le vétéran de Pau, qu'angoisse au sommet, opte pour le repos. En voiture, balai affalé, vieille peau. Sous la dette écrasée, sacré manque de peau. Ah là 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 là. Voilà. Bon, ouais. La- Mais le Béarnais, hein, parfois, a du ressort. Il faut se méfier. Dès Henri IV en puissance, hein. Voilà. Voilà. D'où la poule au pot. À bientôt. Je Il a t'en fait prie. très fort, Michel Dumas, encore une fois ce samedi. Merci. Merci, Merci à mon tous. cher Serge. À bientôt. À très bientôt sur Radio Au revoir. Courtoisie. Merci à toi. C'est un tout petit 15 minutes, quart d'heure qui nous attend, puisque nous avons ensuite le livre journal des controverses de Mike Borowski. Eh bien, avec nous, Lara Stam. Bonjour, ma chère Lara, bienvenue. Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver sur cette antenne. Et Lara Stam, qui est mon assistante dans nombre d'émissions, et pas seulement dans le livre journal de géopolitique profonde, mais aussi dans le libre journal de Résistance française. Lara Stam, qui a été aussi patronne d'émission dans le libre journal de La Relève, est par ailleurs animatrice sur géopolitique profonde. Elle est membre de l'équipe, justement, et elle s'était rendue pour les cérémonies du 80e anniversaire de la grande victoire le 9 mai en Russie, eh bien, et avait procédé à ce moment-là à un certain nombre d'interviews, d'entretiens particuliers qui ont fait date, dont celui avec Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, ou encore Madame Simonian, la présidente fondatrice de Russia Today, RT, vous savez, ce média
qui, dans les grandes démocraties pluralistes que sont les pays de l'Union européenne, la France en particulier, sont interdits. Et oui, c'est ainsi qu'on exprime toute la liberté d'expression dans un pays comme la France aujourd'hui. Lara, peut-être justement du fait de votre bonne connaissance, et pas seulement du fait de vos origines, mais les bonnes connaissances que vous avez de la Russie actuelle, la Russie d'aujourd'hui, la Russie moderne, la Russie de Poutine, l'ogre, vous savez, le prédateur, tel qu'il est décrit, défini par Macron dans sa dernière bouffée délirante à l'encontre du président de la Russie, eh bien, on leur prête beaucoup à ces Russes. On leur prête beaucoup de complots, hein. Évidemment, les complotistes, ce sont les autres. Mais lorsque le système évoque des complots, là, par contre, c'est vérité d'évangile. J'aimerais qu'on parle un peu de ces sujets dans une espèce de revue de presse. D'abord, qu'est-ce que vous a inspiré vous, anciennement eh bien, citoyenne de l'Union soviétique, ayant le russe comme étant votre quasi-langue maternelle, qu'est-ce que vous a inspiré justement cette bouffée délirante d'Emmanuel Macron sur Poutine, un ogre qui a besoin de manger aux portes de l'Europe, un prédateur qui a besoin de chair fraîche, selon Emmanuel Macron? Ce que m'a inspiré, c'est plutôt comment dire, une tristesse. C'est-à-dire qu'on est tellement à court d'arguments qu'on ressort Poutine mangeant des petits-enfants au petit déjeuner. C'est affligeant. C'est triste et affligeant. C'est un chef d'État qui n'a pas d'autre moyen de convaincre de sa stratégie avec la Russie que de traiter d'ogre enfin, son homologue, qu'il connaît d'ailleurs. Rappelons quand même que c'est bien Macron qui, à peine élu en 2017, la première visite d'État organisée, c'était pour Vladimir Poutine. Les vacances à Brégançon, toutes sortes voilà, de signes qu'il avait envoyés à l'époque vers la Russie pour, disons, chercher plutôt une alliance. Et là, ce matin, par exemple, je découvre que la France est le premier pays qui achète le gaz liquéfié russe en Europe. C'est-à-dire que, encore une fois, il y a le discours et il y a les réalités qui sont complètement cachées, qui sont pas du tout montrées au grand public. Donc voilà, c'est quelqu'un qui n'assume plus du tout son rôle, ni le langage diplomatique qui incombe son rôle. Donc c'est surtout ça. Comment on peut se couper à ce point de possibilités de dialogue avec un homologue étranger, qu'il soit russe, chinois, même, enfin, même nord-coréen. Ce n'est pas possible. Ça, voilà, ça, c'est le langage diplomatique qui a été jugé d'ailleurs insultant par les responsables russes, non pas Poutine lui-même qui ne s'est pas abaissé à répondre à ces propos outranciers, tout ce qui est excessif étant ridicule, mais en tout cas, des autorités légales en Russie ont noté des propos qu'ils jugeaient inutilement grossiers, insultants. Et remarquons que quand même, ce sont bien les anciens pays, enfin les membres plutôt de BRICS qui ont une parole tout à fait mesurée dans tout ce qui se passe. C'est-à-dire on a des présidents qui n'ont pas de comptes sociaux, qui ne tweetent pas, qui ont une certaine réserve, recul par rapport aux événements, qui ne réagissent pas à chaud, chose qui est nécessaire pour pouvoir diriger un pays et avoir une véritable posture de chef d'État. Or, aujourd'hui, en Occident, on a quand même des chefs d'État qui tweetent à tout va, qui ont des réactions à l'emporte-pièce presque tout le temps. Tout le temps. Et parfois complètement. Donc, moi, quand je regarde Macron et puis la reprise par Merz, mais comment ose un dirigeant allemand s'adresser de la sorte à la Russie? Ont-ils oublié? Ça fait même pas un siècle encore qu'ils ont provoqué autant de morts en Europe avec leur façon de faire et leur façon de voir le monde. Ils ont oublié, et nous aussi on a oublié au passage qui sont qu'ont fait les Allemands en Europe le siècle passé.
On parle de retour de la conscription, hein, du service militaire, non pas obligatoire dans un premier temps, mais ça pourrait venir de la part du nouveau Bah, chancelier c'est comme Friedrich tout, hein. Merz. Vous êtes complotiste aujourd'hui si vous dites que ça va être obligatoire à terme, mais c'est comme tout, hein. D'abord, ils préparent le terrain et ils vont le faire. Donc, l'Allemagne va se doter d'une armée la plus puissante d'Europe, en fait, en termes d'unité humaine. Est-ce normal, ça? Est-ce que l'ONU a été créée pour cela, sur ces bases-là? Rappelons-le quand même. Donc voilà, enfin, Et l'Europe qui était l'Europe qu'on l'Europe. nous avait vendue, l'Europe de la paix, et qui se transforme tous les jours dans une Europe de plus en plus de la guerre, avec des dirigeants plus bellicistes les uns que les autres. Hmm. Donc voilà, et puis moi je souligne aussi que l'ombre de la Russie hante les esprits de telle façon que, par exemple, hier sur LCI, information exclusive d'LCI, inédite, la participation des réseaux russes dans le Bloc-Ontou Ah bah, qui paie. Euh, j'allais justement vous poser la question, Lara. alors, Derrière le mouvement Bloquons tout, des milliers de comptes, c'est un des titres du Figaro de ce matin, des milliers de comptes suspects font craindre une instrumentalisation. Ah, voilà que les dénonciateurs du complotisme, ah, vous ne croyez pas la version officielle, mais c'est que vous êtes complotiste. Eh bien, voilà que nos dénonciateurs du complotisme sombrent dans le plus grand des complotismes. Voilà que le Nicolas qui paye, voilà que le bloc-on tout du 10 septembre serait une manipulation. Alors ils n'osent pas, ils n'ont pas le ridicule des systèmes, je dirais, totalitaires, dictatoriaux d'une certaine époque. Ils sont plus fins, mais ils n'en sont que plus redoutables aujourd'hui. Ils ne vont pas dire que c'est totalement généré par la Russie. Ils ne vont pas y oser prétendre que l'ensemble de la crise sociale est le fait des Russes. Mais par contre, dire qu'il y a eh bien, une cinquième colonne, dire qu'il y a des intrusions étrangères. On a vu ce qui s'est passé avec l'annulation de l'élection en Roumanie, avec ce qui s'est passé encore là dernièrement Géorgie, en en Moldavie. Géorgie, Moldavie, où on dénonce et on accuse l'ingérence russe, évidemment. Eh bien, alors même qu'ils sont les premiers à initier des révolutions de couleur, aujourd'hui, on se dit, mais est-ce que la France n'est pas dans l'œil du cyclone à cause, encore une fois, de ces méchants Russes? Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui avez en son temps été eh bien, une gilet jaune revendiquée et assumée? On vous accusait déjà à l'époque, Mazette, les Russes d'être derrière ce mouvement. Bah, écoutez, c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais pris la parole pendant le mouvement des Gilets jaunes, par peur justement qu'on puisse accuser les Russes, alors que je suis citoyenne française, j'ai pas la nationalité russe, et que, à mon sens, j'agis dans l'intérêt de la France et des citoyens français. Mais je n'ai jamais pris parole en tant que enfin, membre du comité un petit peu exécutif des Gilets jaunes de Paris par peur justement qu'à travers mon accent ou autre chose, on puisse. Mais ils l'ont quand même fait. Donc voilà, ça n'a pas été efficace comme stratégie. Donc en fait, quand il y a des problèmes en France, quand il y a les trains qui n'arrivent pas à l'heure, quand il y a des punaises de lit parce que les logements sont insalubres ou que parce qu'on accueille une population qui n'a pas les mêmes rapports à l'hygiène que d'autres, etc. Tout ça, c'est la faute des Russes, parce que c'est très pratique, parce que c'est très simple et ça n'appelle pas à chercher des solutions en fait. Donc c'est très simple. On accuse et puis le problème est réglé. Voilà, le Nicolas qui paye. D'ailleurs, Nikolai, c'est peut-être russe. C'est ça. Ben Attention. oui, Nicolas II, mais voilà, ça y est, Lara, vous venez de traquer et de débusquer Ouais, si on avait dit russe, Jean-Pierre, l'espion c'était russe, plus l'ogre. difficile, hein. C'était avec Jean-Pierre où c'était plus difficile, mais Nicolas, Alexandre, bon, voilà, là, c'est un petit peu suspect quand même.
Donc il y a ça. Et puis, encore une fois, il faut pas s'étonner que les Russes, aujourd'hui, ont des canaux d'information ou de réinformation qui sont très suivis. Donc ça veut dire que contrairement à ce que la France, enfin le gouvernement français et européen a cherché à faire, c'est-à-dire couper la possibilité de publication pour RT, pour Sputnik, pour tout un tas de chaînes, hein. Vous avez des chaînes YouTube qui sont bannies depuis maintenant 3 ans. Malgré cela, les canaux existent et en fait, les Russes s'intéressent toujours à ce qui se passe en France et relaient les informations. Mais à partir du moment où ils relaient, en fait, ils sont accusés d'intervention. Donc voilà. C'est ça mon analyse. Et pour ce qui concerne en fait le bloc Ontour, moi je pense que réellement ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire lorsque le mouvement est né et quand se préparait la première manifestation le 17 novembre à Paris, la plupart des dirigeants français étaient complètement sourds à ce qui se passait. Cette fois-ci, ils prennent les devants, mais voyons ce qui va se passer. Moins il est soutenu par les partis politiques, plus il est parlant de ce qui se passe réellement par rapport à la colère du peuple. On oublie les agriculteurs, on oublie les panneaux inversés, il y en a toujours. Donc cette colère, en fait, elle gronde depuis un moment et à un moment, elle va sortir. Elle va sortir par quelque chose peut-être de pas très reluisant, pas très Hmm. sympathique. Bah écoutez, merci Lara. Pour un clin d'œil quand même pour terminer, pour que ne vous soyez peut-être moins inquiète qu'il ne faudrait l'être par rapport à l'Allemagne, par rapport au retour du bruit des bottes. Cette information qui nous vient d'Allemagne, en Allemagne, une néo-nazie trans relance le débat sur le changement de genre. Tenez-vous bien que Sven Liebig avait été condamné à 18 mois de prison pour incitation à la haine avant de changer de genre grâce à une loi votée en 2024. Il avait demandé à être enfermé dans un établissement pénitentiaire réservé aux femmes, mais a pris la fuite avant son incarcération. Bon, bah, si les Nicolas, néo-nazis sont trans maintenant. oui, les trans, qu'est-ce qui s'est Denis? passé à Minnesota? Pourquoi on n'en a pas parlé? Cette attaque dans une école, dans une église catholique faite par un trans, on n'en parle pas en fait. Lorsqu'il s'agit des attentats de la part de ces gens-là, ça passe sous silence. Voilà. Bien, mais c'était pour dire que je pense que les chars que vont nous envoyer, surtout les Européens demain à Kiev, ce sont plutôt les Pour être chars de la Gay arc-en-ciel, Pride. Les chars de la Gay Pride arc-en-ciel. que les léopards, les redoutables léopards allemands. Merci, merci chers auditeurs. Merci Lara, bien évidemment, d'avoir participé Question. à cette émission. Merci à Serge, à Arnaud, à Patrice pour les questions, d'avoir tous participé à cette émission du Libre Journal Géopolitique Profonde. Je vous laisse maintenant en compagnie de Mike Borowski et de son libre journal des controverses. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt sur Radio Courtoisie. Et vous, vous appelez évidemment à la mise en place d'un euro numérique. Absolument, Hmm. absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.